Salut, bienvenue sur Artisans d'Esprit, le podcast urbain des gens qui font tout pour s'accomplir. Pas de semblant ni de fioriture, juste des personnes sincères, authentiques et sans langue de bois. Aujourd'hui, je reçois Lila Hussein, plus connue sous le nom de Lilou. Elle est originaire de Chartres. Après avoir travaillé 16 ans chez Skyrock, elle se retrouve chez Télé Loisirs en tant que responsable réseaux sociaux. Attends, 2 petites secondes. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de toi. Si tu penses que ce podcast a de l'intérêt, partage-le, mets une bonne note et relaie-le au maximum, car c'est un podcast indépendant et le seul moyen de survivre aujourd'hui, c'est de le partager à un maximum de personnes. Sans plus tarder, le parcours de Lilou. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans d'Esprit. Lila, bienvenue chez Artisans d'Esprit. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Petite dédicace à Rafik qui nous a présenté d'ailleurs. Ouais, merci de Haute Culture. Première question pour toi. Si tu devais écouter ton cœur, qu'est-ce qu'il te dirait? Comment il va? Waouh. Ouais, on commence fort. Comment il va mon cœur? Plutôt pas mal. Ok. Ouais, non, d'un point de vue, on va dire, de chemin de vie pro, il va plutôt pas mal. Super. Bon, c'est une bonne nouvelle. Bonne réponse. T'as fait de la relation presse, toi. T'as vu la différence entre au début et la réponse d'après? Ouais, franchement, ouais, tu gères. Non. Mais c'est marrant, ça, c'est une remarque que je fais souvent, c'est que souvent les hommes ont plus tendance à pas refouler ça, mais tu sais, avoir plus de pudeur sur le fait de parler de leurs sentiments, comment va leur cœur et Mais tout. parce qu'on leur pose moins ce genre On de leur questions. pose moins, il y a on a, parce que je me mets dedans aussi, on a une espèce de responsabilité qui a été, donnée de génération en génération et qui fait que on vit dans une espèce de stéréotype masculin et tout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse à travers ton quartier, ton petit village? Alors moi, en fait, j'ai grandi en province, dans un petit village du côté de Chartres. Alors c'était assez marrant parce qu'en fait, on faisait partie un peu des nouvelles familles d'immigrés, de parents immigrés, qui avaient pu investir, donc acheter leur première maison. Donc on était 4-5 familles à peu près, donc une mixité maghrébine et des îles aussi, notamment la Réunion. Mes 2 voisins étaient de la Réunion et sinon on était marocains, algériens. Donc on était 4-5 familles, donc pas énorme sur tout le village. Ouais. Donc c'est vrai que moi en plus j'étais la plus grande, je suis la plus grande des filles, on est 3 filles. Donc auparavant on vivait dans une petite cité, cité des années 80. Hein, donc je veux dire il y a eu du changement depuis. Et heureusement. Et du coup j'arrive dans un village. Donc pour moi ça a été un changement, mais je l'ai pas mal vécu. À l'école, au début, je trouvais un peu étonnant qu'il y ait peu de mixité. Là où il y en avait en primaire, il y avait beaucoup plus de mixité dans l'école où je venais. Ouais, c'est comme ça que tu as pu comparer, parce que souvent, à cet âge-là, on n'a pas tendance à pouvoir comparer. Ouais. Quoi. Donc, c'est vrai que... Mais sans plus, enfin, j'ai pas eu de difficultés, on a été plutôt bien accueillis. Et puis voilà, le voisinage proche, en fait, on se ressemblait assez. On avait des parents de milieux sociaux moyens. Donc, on avait à peu près les mêmes codes. On découvrait ce que c'était de vivre à la campagne. Mon voisin le plus proche, faisait partie de mes meilleurs amis, lui, il arrivait de Paris pour vivre à la campagne. Ça, donc, voilà, on se retrouvait en fait dans ce changement de jeunes du même âge. Donc, ouais, plutôt calme, on va dire, la première enfance, on va dire. La première partie de l'enfance. Après, l'adolescence, c'était différent. C'est que mes parents, ils ont toujours tout misé sur l'école pour c'était le moyen de s'en sortir. Donc, ils se sont saignés pour que j'aille en école privée. Okay. Là, pour moi, ça a été un choc. Mais vraiment, je passais de la campagne à un lycée privé catholique. Parce que les lycées privés sont majoritairement catholiques. Et encore plus dans des provinces de type de Chartres.
Et là, je me suis retrouvée vraiment la seule fille d'immigrés de milieu social très bas par rapport à tous mes camarades. Et vraiment, je l'ai mal vécu. Pour moi, c'était de la 6e à 4e hyper difficile. J'avais pas les codes, j'arrivais pas à me faire d'amis. Enfin, voilà, on n'était pas du tout dans les mêmes... c'était compliqué. Suite à ça, mes parents se sont dit, bon, ok, c'est compliqué, scolairement, ça chute. Donc, vas-y, allez, on va te remettre dans un cursus classique. Donc, je suis repartie en 3e dans un lycée public. Et là, ça a été la libération. Déjà, je retrouvais tous mes amis de personnes de secteur avec qui sont mes voisins. Donc, je me sentais chez moi. Et voilà. Et après, l'adolescence classique, plutôt cool. Super, c'est cool ça. Donc, après le bac, non, il me semble que c'est juste avant le bac, tu fais un job d'été. Tout à fait. C'est la première fois que tu vas à Paris. Tout à fait. Ouais. Comment tu vis comment tu la vois, comment tu la ressens, cette vie parisienne? Eh ben, en fait, pour moi, c'était un coup de cœur. Ces 2 mois de job d'été, ça a été une révélation et je me suis dit, mais je veux faire mes études à Paris. Dans ma tête, c'était clair et net. Je savais pas tout à fait encore quoi. Mais dans ma tête, c'est clair que j'irai pas à Orléans ou Tours, là où je devais aller à la base. J'irai à Paris. Mais la vie a fait que. Donc non, vraiment la vie parisienne. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait une énergie dans cette ville. Et puis j'ai eu la chance de travailler quand même aussi dans une entreprise de musique classique. Ouais. Donc j'y connaissais rien, vraiment. Je découvre et avec des gens, mais alors tellement ouverts et pareil qui viennent de différents milieux. Et là, je me suis dit waouh. C'est top et ça m'a apporté beaucoup de choses déjà sur la façon de me comporter, de m'exprimer, voilà, grâce au travail en fait. Ouais, c'est intéressant parce que déjà, il me semble que c'est par rapport à ta tante, c'est ça, que tu arrives à rentrer dans ce milieu. Ouais, ma tante elle était assistante comptable. Ouais. D'accord. Et c'est elle qui te propose ou c'est toi qui demande de... Alors moi, je voulais faire des jobs d'été. L'été d'avant, j'avais bossé à l'usine. On est ensemble, on connaît. Voilà, parce que mon père, travaillait à l'usine, donc et du coup, je voulais retravailler l'été parce que nous, on n'a pas d'argent de poche quand on est famille immigrée, donc si on veut de l'argent, faut aller travailler. Donc voilà, ma tante, j'en avais parlé et voilà, il se trouvait que dans son entreprise, il prenait vraiment beaucoup de jeunes du personnel, enfin voilà. On va dire la famille du personnel, il prenait assez facilement. Donc voilà, elle m'a proposé et c'est parti. Ok, ça a super. changé ma vie. Est-ce que tu avais des a priori ou des stéréotypes peut-être avant d'arriver dans cette structure qui a pour vocation de travailler dans la musique classique, ouais. Tu vois, surtout que tu avais une mauvaise expérience avant. Est-ce que tu as fait le lien aussi avec ça? Alors, j'ai pas fait le lien du tout. Par contre, j'avais peur. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais assurer? Parce que l'usine, voilà, on y va, on sait que ça va être manuel, qu'il va falloir visser des boulons, tu vois. Voilà, on me demandait pas trop de réfléchir. Là, je savais pas c'était quoi un travail de bureau, en fait. Mes 2 parents, ils étaient à l'usine, donc j'avais aucune référence, même si ma tante, voilà, je savais qu'elle travaillait dans un bureau, mais on se côtoyait pas assez pour que je visualise ce que c'est de travailler dans des bureaux. Donc j'avais plus peur de ce qu'on allait me demander, de ce que j'allais devoir faire. J'avais vraiment, c'était plus ça, et surtout de me dire est-ce que je vais assurer, est-ce que je vais réussir, est-ce que les tâches qu'on va me donner. J'étais plus dans un stress comme ça que de me mettre des préjugés en tête en fait. D'accord, t'avais la pression du travail bien fait. Ouais. Ok, et donc ce que tu découvres, c'est plein de diversité, plein de mixité, super intéressant. Et qu'est-ce que tu apprends là-bas? Écoute, là-bas, en fait, j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai commencé par des trucs très basiques. En fait, vu que c'était une maison d'édition de musique classique, leur but, c'est de vendre des partitions. Donc, ils travaillaient avec tous les conservatoires de France. Donc, on recevait des commandes. Et il fallait que j'aille chercher les partitions dans des bacs. Enfin, tu vois, voilà, truc très, très simple, en fait, qui est pas un truc de bureau. Là, j'étais plus dans la partie manutentionnaire de l'entreprise. Ok. Et puis, donc ça, c'était le premier été. Donc voilà, au départ plutôt basique et je me dis c'était pas si compliqué. Super, donc j'imagine qu'il y a une première prise de confiance. Tu vois, tu te dis je suis capable de faire quelque chose de différent que l'usine. Je découvre Paris. À ce moment-là, j'ai cru comprendre que la graine avait germé pour te dire tout se passe à Paris, c'est là que je dois être. Comment tu te conditionnes à partir de ce moment-là? Parce que là, tu viens d'avoir le bac. C'est ça. Donc
je me dis, il faut absolument que je fasse mes inscriptions à la fac. Enfin, je fais les démarches. Et puis, la vie a dit non, t'iras pas à Paris tout de suite. Donc, pour moi, c'était un peu un premier échec. Première claque? Ouais. J'étais déçue. Je me suis dit, mais non, mais c'est parce que. Enfin, après, je me suis dit, franchement, un truc débile. Je me suis dit, ouais, peut-être parce que j'ai pas les codes, je sais pas. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas bien réussi à trouver comment m'inscrire. J'ai pas fait les bonnes démarches. Voilà, je me suis dit, ouais. J'ai culpabilisé un peu de ça, en fait. Mais tu sais c'est pas aussi débile que ça, parce qu'on est beaucoup à penser ça. Et même moi, aujourd'hui, des fois, quand je postule dans des trucs, des potentielles opportunités que je peux avoir, même par rapport au podcast et tout, des fois, j'ai ce côté-là, j'ai soit ça, ou soit je me dis, ouais, c'est pas possible, ils m'ont négligé alors que j'ai fait le taf, tu vois. Mais je pense que c'est une réalité, en fait, qui est pas encore assumée aujourd'hui, c'est que il y a des choses qui font que, on va choisir telle autre personne plutôt qu'une autre, tu vois, malheureusement. Donc je vais à Tours. Je fais 1 an à Tours, mais bon, un peu en dilettante, et parce que je suis je suis avec les mêmes personnes avec qui j'étais déjà à Chartres. Alors je suis très contente, il y a ma meilleure amie, et ça c'est cool, et heureusement, ça m'a pas mal aidé. Mais bon, on se tirait pas vers le haut toutes les deux, parce qu'à la base on voulait pas du tout être à Tours toutes les deux, donc elle voulait être ailleurs, moi aussi. Donc mais bon, c'est de très très bons souvenirs. Ça m'a appris un peu l'autonomie aussi, enfin beaucoup, pas un peu. Ouais. Ça m'a appris plein de choses cette année, en fait. Avec le recul, je me dis, je l'ai vécu comme un échec au départ, quand j'ai pas réussi à aller à Paris tout de suite. Mais finalement, ça m'a forgé, parce que j'ai pas validé mon année, j'ai pas bossé beaucoup. Mais ça m'a permis de me dire, j'ai mon objectif, en fait. Je veux aller à Paris. Donc, ça t'a réconforté dans le... Ouais, je me suis dit, non, mais c'est pas là que j'ai envie d'être, en fait. Et je vais y aller. Donc, j'ai quitté les cours avant la fin de l'année, et j'ai fait en sorte de retourner travailler là, dans la maison d'édition de musique classique. D'accord, ok. Voilà. Donc, en fait, pour toi, j'ai l'impression que c'était la fenêtre par laquelle passer pour rester sur Paris, en fait. Exactement. Ouais. Exactement, parce que ça m'assurait déjà une rentrée d'argent. Ouais. Déjà. Ouais. Et après, j'ai compris. Je me suis dit, ok, la dernière fois, ça n'a pas marché parce que j'ai fait une inscription basique et tout. Là, ok, il faut que je trouve quelqu'un qui vit à Paris, une adresse. Enfin voilà, j'ai compris comment atteindre mon objectif plus facilement. Et en travaillant, j'avais fait une lettre de motivation en expliquant que je travaillais à tel endroit. Enfin voilà, en fait, j'ai été plus loin dans ma démarche pour être inscrite. T'as pas fait du juste minimum, en fait. J'ai pas fait l'inscription basique, voilà. Là, j'ai fait une lettre, j'ai expliqué ma situation. Enfin voilà, du coup, ça a payé. Et voilà. Et après, voilà, je suis rentrée à Paris 7 en histoire. Mais pourquoi l'histoire ? Alors, c'est très simple. C'est quand j'étais au lycée, j'ai toujours su que je voulais travailler un peu dans les médias. Au départ, je savais pas trop quoi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un bac L, donc je me suis dit, ok, ce sera plutôt l'écriture, donc journalisme. Et puis, je me souviens qu'à un moment, je me dis, pourquoi pas journaliste ? Et j'étais déléguée de classe. Genre. Et en conseil de classe, à un moment arrive mon cas, et le proviseur me dit, vous voulez faire quoi ? L'adjoint proviseur. Donc, je lui dis, journaliste, et il dit, mais vous connaissez des gens dans le milieu ? Je dis, non, pas du tout. Et là, il m'a dit, franchement, pensez à une autre orientation. Ah, mais ça, c'est dur aussi à entendre à chaque fois. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi ? Mais en même temps, non, c'est pas réaliste. C'est des clichés que lui, il avait, en fait, qui retransmet à une gamine qui a 17 ans, en fait. Et voilà, je l'entends, mais je me dis, je trouverai des moyens détournés, en fait. Et du coup, avant mon bac, pour m'orienter, je dis, voilà, je vais voir une conseillère, pour le coup. Et je dis, est-ce que vous pouvez me dire, je veux faire une école de journalisme, comment, en fait, je peux y arriver ? Elle me donne plusieurs options. Elle me dit, écoutez, en fait, ceux qui sont reçus en premier dans les écoles de journalisme, au concours, souvent ceux qui font Sciences Po. Moi, elle me dit Sciences Po, dans ma tête, je me dis, c'est pas pour moi. Mais je me pose même pas la question de si j'ai les capacités ou pas. Mais tu connaissais Sciences Po à cette époque ? Je connaissais même pas, en vrai. Ouais. Enfin, j'en avais jamais entendu parler. Elle m'en parle. Je me déjà sciences politiques dans ma tête, ça fait. Okay. Ouais. Enfin, tu vois le décalage. Ouais. Je sais vraiment pas
à quoi correspond cette école. Mais je me dis, sciences politiques, ok, c'est pour les ultra brillants et c'est pour les gens qui ont de l'argent. Parce que pour moi, Sciences Po était genre une école payante hyper chère. Alors qu'en vrai, c'est un concours que tu passes. Alors, tu as des frais d'inscription, mais qui sont pas aussi élevés que, tu vois, de faire des grandes écoles de commerce. Donc, non, je connaissais rien en vrai. Mais voilà, elle me dit ça, c'est pas pour moi. Elle me dit, après, ceux qui réussissent plutôt bien le concours, en deuxième, c'est ceux qui font histoire. Et là, je me dis, ok, pas se mentir, j'étais pas une fan d'histoire. Hein. Je l'ai vraiment fait parce que je me suis dit, ok, c'est mon moyen de faire les entrées d'école de concours aux écoles de journalisme. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. En fait, à aucun moment tu t'es dit, je vais valider la licence parce qu'il y a moyen que soit en plan B ou quoi que ce soit. C'est uniquement... en fait, au lieu de prendre l'autoroute, t'as pris le périph', en fait. T'as pris la nationale et t'es parti, t'as fait un... Exactement. Ah, c'est hyper intéressant parce que c'est 3 ans quand même. Il faut être patient, tu vois. Ouais. Je sais pas, je me sentais plus prête de le faire comme ça, je pense. En vrai, j'aurais pu le faire autrement. Hein. Avec le recul, j'ai un peu des regrets. Hein. Je me dis, si j'avais connu plus, peut-être que j'aurais dû faire Sciences Po tout de suite. Voilà. Bon, après, les regrets, tu connais, de toute façon. Oui, voilà. Mais peut-être ce qui est intéressant aussi, si on devait voir la chose sous un autre angle, c'est est-ce que ça t'a pas permis de te différencier aussi des autres, d'une certaine manière? En vrai, j'ai pas atteint mon objectif. Ouais. Si on regarde. Tu vois, j'ai fait histoire et j'ai pas fait les entrées, j'ai pas fait d'école de journalisme derrière. J'ai pas fait concours. Je me suis laissé vivre, justement, tu vois. Alors, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que, à un moment donné, j'étais installée, j'avais mon job alimentaire, toujours dans cette boîte où j'apprenais de plus en plus de choses. Et, au moment où je me dis, allez, est-ce que je les tente, est-ce que je les tente pas? En fait, dans la vie fait que l'Internet arrive. On est dans les années 99, 2000. Et là, je me dis, une opportunité d'écrire comme ça, en fait. Et du coup, au lieu de tenter l'école de journalisme, je fais l'école multimédia. Okay. En fait, à l'époque, c'était des formations de webmaster pour apprendre à faire des sites et écrire sur des sites. Ouais. Et donc, je rentre dans cette école, c'est en alternance. Je le fais en alternance. Et la boîte dans laquelle je fais l'alternance, c'est une boîte qui fait du service à domicile. Okay. Et en gros, moi, j'écris des articles en fait sur les services à domicile. D'accord. Voilà. Donc, première étape, voilà. Tu fais ton j'apprends à écrire, j'apprends les premières ébauches d'écriture, on va dire, sans pression en plus, du coup. Donc tu lâches totalement prise. T'écris pour écrire. Ouais, voilà. Je commence à me former comme ça. Et là, avant de trouver cette alternance, j'avais envoyé des candidatures spontanées, en fait, à tous les médias dans lesquels je m'étais dit, j'aimerais bien bosser, en fait. Et Skyrock m'appelle. Wow. Ouais. Donc, Skyrock m'appelle, pas par rapport à la candidature spontanée que je fais, qui est plutôt pour travailler pour le site internet et écrire, mais par rapport à mon expérience, en fait, chez les éditions Alphonse Leduc, en fait. Voilà. Okay. Moi, j'étais assistante commerciale, ils cherchaient une assistante commerciale. Ah. Toi, ta spécialité, c'est la nationale, toi. C'est ça. Tu vois, les chemins classiques, je connais pas. Ouais. Tu vois, c'est toujours des trucs... Et en même temps, je me dis, c'est aussi la vie. Enfin, tu vois, le fait que j'aille à Tours la première année, c'est la vie qui décide, c'est pas que moi. Alors, tu vois. Effectivement, c'est la vie qui décide. Mais toi, quoi qu'il arrive, t'avances. Ah ouais. C'est ça. Mais ça, c'est l'objectif toujours. Il faut toujours avancer. Peu importe le moyen, en fait. Il y a toujours. Enfin, c'est ce que je dis toujours. J'aurais pu prendre moins de temps, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est d'arriver au point où on veut aller. Bien sûr, exactement. Enfin, et ton image sur les nationales, elle est très bonne parce que tu prends l'autoroute, vas-y, t'es tout droit, t'y vas. De temps en temps, il y a un péage. Ouais, il y a un péage, allez, des aires d'autoroute, allez, pour te dégourdir les jambes. Ouais. Mais en vrai, quand tu prends la nationale, tu te perds dans un patelin et tu découvres un paysage de ouf, en fait. Ouais, grave. Donc, c'est... chacun, en fonction de ses objectifs, prend les chemins qu'il veut, en fait. Ouais, clairement. Ou qu'il peut. C'est vrai. Ça joue aussi beaucoup, ouais. Ça joue. Donc, t'arrives chez Skyrock. Comment ça se déroule? Parce que t'es quand même resté 16 ans chez Skyrock. On reste pas 16 ans en 2022 dans une boîte maintenant, tu vois.
Ouais, oui, 16 ans, c'est énorme. J'avoue que je les ai pas vus passer, pour de vrai. Parce que j'arrive chez Sky, donc au départ, en effet, je suis assistante commerciale quand même. Mais je négocie quand même au moment de l'embauche. Je dis, ouais, ok, moi je veux bien, en effet, c'est mon expérience professionnelle la plus importante. Par contre, mon objectif dans la vie, c'est d'écrire, c'est de... Voilà. Donc, à l'époque, je faisais de la danse hip-hop. Et, et je connaissais un peu le milieu des danseurs, un peu parisiens. Comme Voilà. ça, là. Ouais, comme ça Voilà. là. Moi, mon prof de l'époque il s'appelle Nabil et il traînait pas mal avec Actuelle Force. Enfin voilà. Donc voilà, j'identifie un peu les danseurs. C'est pas le milieu dans lequel je traîne beaucoup. Hein. Là-bas, j'y vais vraiment 2 fois par semaine pour faire des cours. Ok. Mais j'ai un minimum de connaissances. Donc, et à l'époque, sur le site de Skyrock, il y avait une rubrique danse. Donc ils me disent bah ok, si tu veux, tu pourras faire quelques petits chroniques, écrire quelques petits trucs sur la danse. Et c'est comme ça en fait. Je commence par des petites interviews de danse, des chroniques de danse, machin. Et puis bah au bout de 6 mois, le rédac chef de l'époque me dit écoute, voilà, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe pour être rédactrice? Donc voilà, hyper rapide en fait. Et bah à partir de là en fait, c'est que professionnellement parlant, dans ce que je produis, c'est que du kiff. J'apprends en autodidacte. Tu vois, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc j'apprends à écrire, j'apprends à faire des interviews. Et t'apprends toute seule ou t'es même pas mentoré un petit peu, quoi Pas que ce du soit? tout. Alors voilà, ce qu'il faut savoir chez Sky en fait, c'est vraiment faut que tu sois autonome. Ouais. Il y a personne qui est là pour te prendre par la main. Voilà, c'est une grosse marque, mais finalement, ça reste une petite entreprise. Il n'y a pas énormément de gens dans les services. Ouais. On peut s'imaginer parce que c'est une grosse marque qui est diffusée nationalement, la radio. Mais en fait, c'est des petites équipes qui bossent. Donc, il faut que tu sois autonome, il faut que tu sois polyvalent, il faut que... c'est Joe la débrouille. Ouais. Mais en même temps, il n'y a pas mieux pour apprendre. Bah, ça revient à la fac aussi, pareil. Hein, si tu te débrouilles pas tout seul, tu valides pas. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est ce que t'as appris aussi à la fac, mine de rien. Donc Ouais. ça t'a rassuré aussi, j'imagine. Ouais. Alors, ouais. Bah ouais, parce que pour le coup, et c'est marrant parce que j'ai pas fait d'école de journalisme, mais l'histoire, finalement, ça reste très proche. Je veux dire, j'ai dû rédiger le nombre de dissertes sur des sujets où tu fais une intro, un développement, enfin voilà, confronter tes idées. Bah, finalement, quand tu écris un article, c'est exactement la même chose. En tout cas, la méthodologie, elle est la même. C'est juste le contenu, sujet, ouais, voilà, le sujet qui est différent. Mais la méthode, elle est la même. Donc, je me sentais pas perdue et j'avais pas tellement peur. Alors, c'est marrant, j'avais pas peur pour écrire des chroniques d'albums, faire des sujets écrits. Par contre, faire une interview au départ, mais c'était l'angoisse. T'as une anecdote à ce sujet, c'était Rof, non? Alors, Rof, c'est une anecdote qui arrive. C'est pas la première interview que je fais, mais la première fois que je fais Rof, il a une grosse notoriété. Ouais. Je l'ai pas fait au tout début. Quand il commence, contrairement à d'autres artistes, lui, il a déjà une bonne notoriété, il cartonne, donc je suis un peu impressionnée. Je me dis bon, quand même, je vais interviewer Rof. Et je bosse mon interview, hein. Vraiment, je fais beaucoup de questions. Ouais. Et lui, il me répond par 3 mots, quoi. Enfin, j'exagère, mais en gros, la phrase, elle fait même pas 1 minute, quoi. En fait, ouais. je sais pas, j'ai entre 15 et 20 questions, il développe rien. Et j'ai pas l'expérience à ce moment-là de le relancer, de chercher à lui faire approfondir. Parce que il fait partie, ouais, c'est dans les premières. L'interview, elle fait 5 minutes. Waouh. Alors qu'elle devait durer? Bah, pour avoir un contenu sympa, il faut minimum 15 minutes, 15-20 minutes et t'en retires quelque chose, tu vois. Ouais. Là, pour moi, c'est pareil, c'est un peu un échec. Je suis sortie, je me suis dit, j'ai pas assuré. C'est nul, je me sentais, enfin voilà, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais t'as quand même gardé ton sang-froid, mine de rien. Intérieurement, je sais pas comment tu te sentais, mais... Ah, je me sentais hyper mal à l'aise. Mal à l'aise parce que je savais pas comment réagir, justement. Et tu savais pas s'il fallait le prendre personnellement ou pas, j'imagine. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça qui est un peu bizarre au début, c'est quand tu fais des interviews, bah, c'est toi, en fait. Donc, tu te dis, OK, si l'outil est pas réactif, c'est parce que toi, tu poses des questions cons. Ouais. Tes questions, elles sont pas intéressantes. Enfin, ouais, tu te remets en question, en fait. Ouais. Tu vois. Donc,
Je suis pas de nature hyper confiante naturellement. Enfin, c'est venu avec l'expérience. Mais alors, au tout début, hyper jeune, enfin, j'ai jamais été dans... Je suis plutôt discrète et plutôt timide. D'ailleurs, ce qui est paradoxal avec le métier que j'ai envie de faire. Mais c'était une lutte sur moi-même. Enfin, je me rappelle qu'au début, quand je faisais mes premières interviews, je rougissais. Bah, comme quand je faisais un exposé devant une classe. Enfin, tu vois, c'est parler en public. Ouais. Et même en tête-à-tête avec un artiste, au début, il me fallait beaucoup de contrôle de moi-même pour pas montrer d'ailleurs que j'étais timide. Ouais. Donc, ce qui pouvait donner d'ailleurs une image très froide de Lila, ouais. De Lila, voilà. Mais après, l'expérience. Ouais. Et puis de revoir plusieurs fois les mêmes personnes aussi, ça aide. Ça crée du lien, ça crée du lien, ouais. Et puis quand tu instaures une relation de confiance avec quelqu'un, bah forcément après ça se passe bien. Bien sûr. Et alors, par curiosité, du coup, quel a été ton premier artiste ? Premier artiste, c'est Big Red. Qui ça ? Big Red. Big Red, je connais pas Big Red. Raga Sonic. Ah. Big Red d'Adi Mori, Raga Sonic. Donc Big Red sortait des solos à l'époque. Ouais. Donc pareil, dans l'histoire du mouvement, alors eux, c'est plutôt raga dancehall au départ, mais quand même très urbain et hip-hop quand même. Donc grosse personnalité. Enfin, c'est les mecs qui ont fait des feats avec NTM. Enfin voilà, ils font partie de l'histoire et du patrimoine rap de français. Donc moi, je sais qui il est. C'est un artiste que j'apprécie énormément. Et là. J'arrive, première interview. En plus, il est très grand. Enfin, tu vois, moi, je suis toute petite. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qui font que je suis en mode, waouh, faut que j'assure. Et je me sentais, mais vraiment, je pense que j'ai dû être toute rouge tout le long, vraiment. Mais écoute, en vrai, ça s'est super bien passé. Magnifique. Lui, il était, d'ailleurs, il savait même pas que c'était ma première interview. Je lui ai dit plus tard. Ok. Quand je l'ai recroisé, il m'a dit, mais non, mais j'aurais pensé que c'était ta première interview. Donc, j'ai fait le job. Super. J'étais assez contente de moi à la fin, même si j'étais ultra stressée tout le long. Donc, première bonne expérience. Ouais. Franchement, bravo. Ça renforce le truc. Ouais, mais je suis une bosseuse. Ça, c'est super important. Surtout les interviews, faut les bosser. Ouais. Faut vraiment les bosser. Moi, je mets minimum, je mets une demi-journée. Ouais. Tu vois, minimum. Ouais. Non, c'est hyper important. Déjà, je pense pour soi-même. Et par respect pour la personne que tu interviews aussi, quand même. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme tu l'as bien dit, justement, à Skyrock, t'apprends sur le tas, tu fais énormément de choses. T'as fait l'écriture, t'as fait le cadrage, la réalisation des interviews, photo en concert, modératrice, chef de projet pour le lancement de Skyblog Musique. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as un challenge nouveau, t'as une nouvelle responsabilité. Du coup, tu deviens hyper importante pour Skyrock. J'imagine dans le sens où quand même non, parce que je sais pas. Elle a fait elle a levé les yeux, genre je sais pas. Moi, je pense, alors vu de l'extérieur, après je connais pas en interne ce qui se passe, mais déjà une personne qui reste aussi longtemps, qui évolue, ça veut dire que quand même, elle a une capacité d'adaptation, elle a une capacité, t'es autodidacte, faut dire ce qui est, tu vois, clairement. Ça, tu l'assumes, y a pas de souci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, être autodidacte, c'est une des qualités qui est ou en tout cas qui devrait être le plus recherché pour une entreprise, parce que ça montre déjà que tu peux t'adapter. Tu vois, contrairement et paradoxalement à ton caractère qui est très réservé, comme tu l'as dit, très timide et tout, bah quand même quand t'as la flamme, tu vois, la passion de faire quelque chose, j'ai l'impression que tu vois pas les obstacles, ou en tout cas tu fais en sorte d'aller au-delà. Déjà, ce que tu viens de dire, pour le coup, c'est hyper intéressant, et ça répond finalement à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur le fait d'être resté aussi longtemps dans une boîte. Ouais. J'ai fait en effet beaucoup de choses. Je m'ennuie très vite. Ça, c'est un vrai problème. Ou pas, ça dépend. Ouais, ça dépend. Parce que le fait de pas s'ennuyer, tu stagnes. Et en fait, en réalité, moi, je pars du principe qu'on stagne pas. C'est soit on évolue, soit on régresse. Ouais, mais des fois, il faut aussi avoir un peu plus de, peut-être, patience. Moi, j'ai l'impression que je m'ennuie trop vite.
Alors, je pense que c'est bien de pas avoir envie de s'ennuyer, mais du coup très vite en fait quand j'ai acquis quelque chose, je me dis ok, je sais faire en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas vu les années passées chez Sky, parce qu'en fait à chaque fois j'ai eu des nouveaux challenges, à chaque fois il y a eu des changements dans mon poste, il y a eu des changements au sein de l'entreprise, il y a eu des changements d'organisation, donc fallait toujours s'adapter, faire quelque chose de nouveau. Et important chez Skyrock, je pense pas. Je pense que la relation que j'avais avec mon ancien manager, c'était surtout de la confiance. C'est-à-dire qu'il savait que s'il me donnait un projet ou me faisait travailler sur quelque chose, il pouvait y aller les yeux fermés parce que je ferais le job, en fait. Donc, après, personne n'est irremplaçable. Bien sûr. Donc, voilà. C'est vrai que j'aurais pu encore rester des années et des années parce que ça se passait bien, vraiment. Après, c'est juste ce côté où je m'ennuie et qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, je pourrais jamais faire plus que là où je suis maintenant. Ouais. Là où j'en suis arrivée, en fait. Dans le sens où chez Skyrock, je suis quelqu'un quand même qui a travaillé dans l'ombre, finalement. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas de place pour, pour qu'à un moment donné, de toute l'expérience que j'ai acquise, je passe à un stade où je me dis, ok, bon, maintenant, vas-y, essaye de faire des choses plus... En fait, j'ai toujours travaillé au nom de Skyrock. Lila n'existe pas, tu vois. Et quand tu deviens vraiment adulte, je suis maman, enfin, voilà, plein de choses, tu te dis, ouais, quand même, en fait, je suis quelqu'un, alors j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux, mais c'est juste, à un moment donné, travailler au service d'une marque tout le temps, Est-ce que c'est une espèce de manque de reconnaissance ? Alors oui et non, parce que pour le coup, j'ai franchement pas de problème de reconnaissance professionnelle. Ouais. Vraiment, les gens avec qui j'ai travaillé, enfin, je veux dire, ça fait 4-5 ans que j'ai quitté un peu ce milieu. Je suis toujours en contact avec eux. Enfin, voilà, les gens, je pense que j'ai établi un lien de confiance. Les gens savent que je suis une bosseuse. Donc de reconnaissance professionnelle, c'est pas ça. C'était, je me dis, il faut que je passe le step au-dessus. Ouais, ça va. Ouais. Tu vois? T'as les capacités d'aller plus loin. Ouais. Tu mérites aussi, en quelque sorte. Ouais, alors après, c'est plus de l'envie. Mais en fait, tu vois, tout ça, c'est paradoxal, en fait. Je te dis ça, mais en vrai, je suis quand même quelqu'un qui est pas ultra extraverti. Donc, ouais, j'avais envie de ça, mais en même temps, je le fais pas non plus. J'aurais pu le faire, je l'ai pas fait complètement. Ouais, donc, j'ai eu un cheminement un peu complexe à un moment donné, tu vois, dans la recherche. Je vois. Mais je me reconnais beaucoup dans ton discours parce que ça a été mon cas aussi où j'ai beaucoup donné pour les autres. Je me suis aussi parfois oublié, mais il est arrivé un moment où je me suis dit je vais me donner au moins autant que je donne aux autres, mais surtout je sais quand même que je suis capable de faire peut-être de grandes choses et je vais l'assumer, je vais tester et pour passer par là, il faut justement passer par le côté un peu branding, dans le sens où je suis obligé de montrer ce que je suis capable de faire indépendamment des autres. D'où aussi la sortie du podcast. C'est mon double challenge. T'as complètement raison. Et justement, ce que tu dis, c'est très juste, dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société où il faut faire du personal branding. Ah ouais. Et alors ça, pour le coup, j'ai beau bosser, tu vois, essayer, quand je me donne un challenge, ça, j'y arrive pas. Ouais. J'essaye, hein, mais souvent, je trouve ça ridicule. Enfin, le peu de fois où je le fais, je trouve ça ridicule. Enfin, tu vois, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Et c'est marrant parce que je travaille avec quelques artistes et où je leur dis qu'il faut faire ça. Ouais, je comprends. Je leur dis, faut le faire. Et là, les plus anciens vont me dire, non, mais moi, j'y arrive pas et tout. Ouais. Et bon, je suis une donneuse de leçons, mais je suis pas artiste en même temps. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir un vrai public. Mais ouais, aujourd'hui, c'est devenu presque incontournable en fait. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ça a du positif, mais ça a aussi quand même beaucoup de négatif parce que je trouve que peut-être qu'on passe à côté de certains talents. Ouais, je suis d'accord. Et puis qu'on se concentre trop sur l'apparence, sur la forme plutôt que le fond en réalité, tu vois. Donc, mais c'est les règles du jeu aujourd'hui. Faut jouer avec ça. Exactement. Faut jouer avec ça. Tu vois. Je voulais juste revenir sur ta carrière et il me semble
il paraît que tu as participé à l'évolution de 113 et Psychiatre de la Rime. Parce que tu étais là depuis le début. En fait, tu les as vus évoluer. Quelle analyse tu fais de leur parcours? Alors 113 un peu moins que Psychiatre quand même. 113, je suis arrivée juste après les Princes de la Ville, donc ils avaient déjà pété en fait. Ok. Mais je les ai tellement interviewés que voilà, j'ai suivi après et en effet leur carrière. Et c'est des personnes d'ailleurs. Voilà, si on se donne des nouvelles ou en tout cas on se suit et voilà. Psychiatre, alors pour le coup, c'est vraiment différent parce que en effet, moi je les vois arriver. Alors ils ont déjà pas mal de notoriété dans le sud, mais sur Paris pas trop encore. Et ils viennent avant vraiment de tout péter. Ils ont sorti Le Son des bandits. Incroyable le son. Voilà. La première interview qu'ils font chez Skyrock, alors eux ne s'en souviennent pas, mais c'est pour le site de la radio. Ok. Et à l'époque, ils n'ont pas encore fait d'émission à la radio. Ils ont pas. D'ailleurs, on leur fait visiter avec une de mes collègues de l'époque. On leur fait visiter les locaux de Skyrock. Donc et voilà et c'est une équipe. Je les ai vus grandir et c'est une belle équipe. Franchement, Ouais. c'est dans le milieu, il y en a pas beaucoup des gens comme ça. Déjà, c'est une équipe qui est restée soudée depuis tant d'années. Ouais. Vraiment. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, il y a un documentaire qui va sortir sur Disney+. Ah ouais? Ouais, de Sopra et sur l'affiche, on voit donc Matteo qui est son manager avec qui il a débuté. Il y a Jamal et il y a DJ Mage sur l'affiche. Donc, et ce sont des personnes, ces trois personnes, c'est vraiment les hommes de l'ombre de l'entourage de Sopra, qui sont là vraiment, vraiment depuis le début. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce documentaire parce que je pense que ça va me replonger, même moi, dans certains souvenirs. Et ouais, j'ai toujours très bien travaillé avec eux. Je pense qu'ils ont compris. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être à Marseille, ça protège quand même aussi peut-être un peu plus que l'univers parisien. Tu penses? Ouais, je pense. Il y a moins de monde, donc c'est un peu plus familial, je pense. Tu vois, il y a moins de concurrence quand même, tu vois. Je veux dire, c'est la famille, on s'entraide. À Paris, enfin, tu vois, il y a un peu les départements. Enfin, en tout cas, à mon époque, déjà, plus maintenant. Et ça, c'est vachement bien. C'est une très grosse évolution. Mais de ma génération à l'époque, tu vois, c'était du 9-3. C'était compliqué. Et on n'aimait pas, tu vois, le 9-5. Voilà. Il y avait, ça a existé. D'ailleurs, il me semble que un des morceaux qui a été un peu révélateur, mais qui a servi dans le bon sens, c'était Panam All Star avec Sniper, qui a aidé un peu à, tu vois, à contrebalancer ça. Alors chronologiquement, je sais pas, mais je sais qu'il y a aussi les compiles première classe où il y avait des collabs Paris-Marseille quand même. Mais c'était hors, beaucoup plus Paris-Marseille et si quand même aussi interrégional, on va dire. Mais ouais, il y avait quand même cette notion de territoire plus importante à l'époque. Alors, je sais pas si c'est le fait, en effet, pour revenir sur le sujet, qu'à Marseille, où en vrai, c'est juste une équipe humaine exceptionnelle. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est plus ça, plus le contexte de Marseille qui aide. Mais non, moi, je suis hyper fière, en fait. Enfin, fière comme si on était de la même famille. Ouais. Mais ouais, quasi, en fait. Quand je vois où Sopra en est arrivé aujourd'hui, en continuant de travailler avec les personnes avec qui il est depuis le début. C'est fort. C'est magnifique, en fait. Alors, y a des gens qui vont dire, mais il fait plus du rap. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait. Ouais. Il fait ce qu'il aime, en fait. Et puis surtout, il a emmené les siens avec lui. Après, les siens ont été là pour lui aussi. Parce que, voilà, c'est pas non plus que l'artiste qu'on voit en haut qui fait tout. C'est aussi l'équipe qui est derrière, qui est là pour gérer. Donc, non, moi, je trouve que c'est un beau modèle de réussite. Autant lui que son équipe. Et surtout, tout ça... alors oui, ils ont eu des moments de signature en indé, en major, mais ils ont créé une société à côté et ils font travailler des personnes. Enfin, voilà, je trouve que tout, en fait, dans leur histoire est réussi, quoi. Ouais. Je vais revenir sur un truc que tu as dit juste avant. Tu as dit, notamment Soprano, tu vois, après, à un moment donné, Psychiatre de la Rime, Soprano ou Alonso, ils ont fait une carrière solo. Ouais. 113, ils ont fait ça. Tous les groupes, ils ont fait ça. Section d'Assaut, IAM, tout le monde.
Comment tu l'expliques ça, qu'au bout d'un moment, on a envie de faire une carrière solo? Je pense qu'en fait, ça reste soit en groupe, tu fais des concessions, forcément, quand tu crées. Parce que c'est des personnalités différentes, ils ont forcément des pensées différentes, ils ont des histoires différentes, même s'ils ont grandi ensemble, les histoires familiales sont peut-être pas forcément toutes les mêmes. Enfin, voilà, ça reste des personnes différentes. Et à un moment, quand tu as envie de t'exprimer sur certains sujets, je vais prendre l'exemple de Sopra, qui, quand il a fait ses solos, est allé vraiment dans l'introspection, et il a parlé quand même de sa vie privée. Ça, jamais tu peux le faire en groupe. Tu vois. Donc, je pense que les artistes, enfin, déjà, quand t'es artiste, c'est que t'as besoin de t'exprimer. Donc, au départ, tu t'exprimes sur des sujets de société, parce que t'es avec tes potes, sur tout ça. Mais bien certaines, pas tous, hein, mais en tout cas, pour certains, l'envie de parler de choses certainement plus personnelles ou de sujets qui leur tient plus à cœur qu'à d'autres. Je pense que c'est humain, en fait, tout simplement. Ouais, ok. T'as dit aussi une autre chose hyper intéressante tout à l'heure. Par rapport au rap, je voulais te demander quel est... est-ce qu'il y a plutôt un métier sous-coté dans le rap? Dans l'univers du rap, pas forcément en tant qu'artiste, mais toi qui as travaillé chez Skyrock, par exemple, à la radio, tu vois. Un métier sous-coté. Alors, je sais pas si c'est sous-coté, mais moi je trouve quand même que on prend pas assez en compte le travail qui est fourni par les attachés de presse. Ouais. Par exemple. Elles ou ils font un boulot incroyable. Enfin, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est composé avec la ponctualité des artistes, les égos, tout ça. Franchement, je trouve que c'est un métier un peu ingrat, en fait. Ouais. Alors, de plus en plus, d'ailleurs, c'est marrant, les attachés de presse commencent aussi à faire du personal branding. Ce qui n'était pas le cas avant. Je savais pas ça. Elles commencent à les voir un peu plus sur les réseaux. Voilà, elles mettent en avant voilà, ce qu'elles font et tout. Et je trouve ça bien. Parce que c'est un métier qui est pas si facile, qui peut faire rêver d'ailleurs, souvent. Ça peut faire rêver. Mais c'est pas un métier hyper fascinant. Parce que dans ton discours, j'ai vraiment l'impression que si tu mets sur la balance, tu récoltes plus les côtés pas forcément négatifs, mais plus éprouvants que les côtés lumière, et tu vois. Ah bah oui. Dans ce métier-là, oui, carrément. Enfin, puis c'est beaucoup de stress, tu vois, gérer des plannings, des timings. C'est parce qu'en fait, les journalistes sur qui ils vont gueuler s'il y a un souci, c'est pas sur l'artiste, hein. Ouais. Tu vois. C'est l'attaché de presse derrière qui va se prendre, tu vois, des scuds. Ah, j'avoue. Donc non, c'est un métier. Ouais, je trouve qu'on devrait les mettre un peu plus en valeur. Elle ou il, je dis beaucoup elle, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'attachés de presse féminines, mais il y a aussi des hommes. Donc, force à vous, les attachés de presse, en tout cas. Les RP, comme on dit dans le jargon. C'est ça, exactement. Donc, après Skyrock, après 16 ans de carrière, c'est Skyrock, parce que pour moi, c'est une carrière, tu décides d'aller chez Télé Loisirs en tant que responsable réseau, et ça, c'est depuis 2018. Est-ce que c'est parce que t'en avais marre du rap? Moi, je pense pas, mais... Pas du tout. C'est vraiment pas lié au sujet et au contenu. Qu'on se le dise. Ouais, clairement, vraiment. Enfin, j'aime le rap, j'aimerais toujours le rap. Je fais pas partie de ces vieux qui disent que le rap c'était mieux avant. Non, en plus tu vas toujours en concert et tout. Ouais, non, mais j'aime ça en fait. J'aime cette musique, j'aime l'énergie, j'aime la créativité. Donc, clairement, c'est pas du tout pour ça que je suis partie de chez Skyrock. C'est vraiment plus ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'à un moment donné, professionnellement, je me suis dit, en fait, j'irai pas plus loin. J'aurai pas de responsabilité supplémentaire. Là où ce que j'aimerais faire, là où j'aimerais aller encore plus, justement sur le rap ou le contenu à produire, on m'autorisera pas à le faire, on m'autorise pas à le faire. Voilà, c'est un manque. Pour moi, je suis partie plus par un manque de liberté, de création et de ce que je voulais faire que le contenu en fait. Et donc, il consiste à quoi concrètement alors ton job aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en fait, mon rôle, c'est de mettre en valeur les contenus produits par les journalistes sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai deux objectifs différents. Le premier, c'est de faire générer du trafic sur le site de la marque, en choisissant du coup les articles les plus pertinents. Les gens, on sait qu'ils vont aller cliquer. Et le deuxième, c'est de la création de contenu purement réseau, pour faire vivre les réseaux sociaux de la marque. Voilà. D'accord, ok. Et alors, c'est comment ? C'est différent. C'est différent. C'est différent. J'ai vraiment fait un gap pro en changeant d'entreprise. Voilà, comme je disais, chez Sky, il fallait savoir tout faire. On n'est pas dans une entreprise classique. Là, je suis dans une entreprise classique. J'ai appris à manager, vraiment, ce que c'était manager. J'ai appris à faire des présentations PowerPoint, ce que je n'avais jamais fait avant. Tu utilises Canva ? Oui, entre autres. Ou PowerPoint aussi, j'ai appris à le gérer. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui font pas rêver. Hein. On va pas se dire qu'on a envie d'apprendre à faire des PowerPoint, mais je me disais quand même, faire une présentation, expliquer ce que c'est ton travail, je l'avais jamais fait. Faire des présentations devant beaucoup de personnes, je l'avais jamais fait. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup professionnellement. J'ai même sur les réseaux sociaux, même si j'ai toujours fait ça finalement chez Skyrock, parce que les Skyblogs c'était déjà des réseaux sociaux en fait. Ouais. Et après voilà, animer les communautés, c'est ce qu'on a toujours fait en fait chez Skyrock. Donc pour moi, c'est pas nouveau de le faire aujourd'hui chez Télé Loisirs, mais sauf que là, je le fais vraiment avec des outils professionnels. Enfin, voilà, faire de l'analytique, je l'ai jamais fait avant. Enfin, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a aussi la posture qui a évolué. La confiance peut-être, mais la posture en général. C'est-à-dire comment, tu vois, si tu devais te comparer à qui t'étais au tout début, timide, introverti, etc., là, t'es vraiment dans ton domaine, t'es en place, tu vois. Pour le coup, ce que j'ai gagné dans ma carrière au fur et à mesure des années, encore plus là, c'est que j'ai confiance en mes capacités. Ah. Voilà, j'en ai souvent douté. Comme je te disais au tout début, quand je faisais une interview, je disais mais c'était nul. J'ai vraiment appris ça. Alors, j'ai encore des doutes, hein. Et heureusement, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de continuer à bosser, d'être un peu alerte. Bien sûr. Mais non, j'ai quand même confiance en mes compétences. Et ça, c'est vachement bien. Super. Écoute, on arrive au moment crucial. C'est marrant parce qu'on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais j'ai envie de te parler d'un morceau que j'écoute encore aujourd'hui, qui date de 99. Et le morceau s'appelle Hold Up. Ouais. Et il est de qui ? C'est 113. Oui. Forcément, il est intouchable. Et oui, exactement, le featuring. Ouais. On va juste écouter un petit passage. Ouais. Je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida, la barbe de Fidel Castro et un gros Beretta, la gabardine de Colombo, les lunettes d'Elton John et la dégaine distinguée des frères Dalton. Les lieux sont repérés, 9h devant la banque, devant le sas, je sonne et je rentre. Je fais la queue comme tout le monde, mes potes m'attendent de rue plus loin. Est-ce que toi, à l'image de 113, ta vie professionnelle, en tout cas, c'est pas aussi un hold-up ? Oh, carrément. Ouais. 100%. Enfin, vraiment, entre guillemets, j'avais rien pour arriver là où, ce que j'ai réussi à faire en fait. J'avais pas les bagages, j'avais pas vraiment. Non, c'est un hold-up, clairement. Ouais. Ce morceau, ça pourrait être représenter ma carrière. Ouais, clairement. Est-ce que t'es fier de toi ? Je suis fière de mon parcours. Ouais. Tu fais toujours la nuance. Ouais, parce que être fier de soi, ça veut dire que ça englobe plein de choses, en fait, tu vois. C'est toute ta personnalité, c'est tout, tu vois. Alors, je vais tourner la question autrement. Si tu devais avoir un peu de gratitude, ce serait envers quoi ? Je sais pas. Ça peut être un truc très simple en réalité, tu vois.
Généralement, c'est la première fois que je pose cette question, mais généralement, je finis le podcast par, comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan. Ouais. Tu vois, ce serait quoi? Si je devais faire le bilan... En fait, ce qui est horrible, c'est que je pense qu'aux trucs négatifs dans un premier temps, donc c'est horrible. Non, non, je suis assez... En fait, je suis fière de n'avoir jamais lâché, de m'être accrochée pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés, et je les ai atteints en partie, une grande partie. Donc non, je suis assez fière de par la personnalité que j'étais aussi d'avoir réussi à rester aussi longtemps dans ce milieu, parce qu'on dit souvent qu'il faut avoir les dents longues, qu'il faut avoir un caractère hyper fort. Ça doit être dur pour une femme. Voilà, ça doit être dur pour une femme. Et en fait, je suis l'opposé de tout ça. Je suis plutôt calme, plutôt réservée, pas excentrique. Et en fait, comme quoi on met... Il y a des préjugés, justement, sur tel type de poste, sur tel... Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Mais non, en fait. En gros, je dirais que je suis un peu l'exemple de... faut pas te mettre de barrière, en fait. Ouais. Vraiment. Enfin, si t'aimes quelque chose et que tu dis, ouais, en fait, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Moi, je sais pas... En vrai, avec le recul, je me dis, je sais même pas comment j'ai fait pour en arriver là, parce que si on regarde au départ, tu mises pas prédestiné, non, tu mises pas, je veux dire, tu mises pas sur moi, hein, ouais. Tu vois. Et finalement, c'est peut-être aussi d'avoir la tête baissée des fois, foncer, dire ok, bon, ouais, je suis timide, c'est pas grave en fait, tu vas tellement bien bosser ton truc que il y aura pas de souci, et voilà, et de continuer en fait, si je dirais. Moi, mon moteur et ce dont je suis fière, c'est que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Ouais. Et à partir de là, en fait, je suis hyper contente de m'être écoutée. Voilà. En fait, voilà, peut-être, en termes de gratitude, c'est ça. C'est bien, tu t'es écoutée, en fait. Ah, bravo. Et surtout, tu t'es pas travestie. Ça, c'est hyper important pour moi aussi. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, je suis hyper contente de l'image que je laisserai. Enfin, si demain je pars, je sais qu'en fait, j'ai fait les choses bien, et ça, je suis assez fière de moi là-dessus. Bravo, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir à entendre. Bravo. Et si je devais résumer, c'est pas parce que tu peux pas prendre l'autoroute que tu peux pas prendre le périph' ou la nationale. Exactement. Ouais. C'est hyper important. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lilou? Lila, pour le coup, c'est Lilou. Après Lilou. Alors, non, mais Lilou, en fait, ça a toujours été mon pseudo depuis les premiers pseudos, et c'est resté même dans le milieu. Les artistes, il y en a, je suis sûre. Si, quand même. C'est ton branding. Mais voilà, ils savent que c'est mon branding, ils savent que je m'appelle Lilou. Donc, sur les réseaux, c'est Lilou. Voilà. Instagram, Lilou, Lilou-X, voilà. Super. Et si vous voulez trouver des vieilles archives, vous pouvez aussi taper Lilou sur YouTube et vous retrouverez des vidéos. Des interviews que j'ai faites. Les apéros de Lilou, elles existent encore, je crois, donc on peut les retrouver. Malheureusement, j'ai pas d'archives de ce que j'ai fait à Skyrock, parce qu'on n'est pas journaliste et on signait pas. Et il y en a très peu d'archives, donc. Mais voilà, trouver quelques petits trucs. En tout cas, c'était un grand plaisir, grosse force à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Franchement, merci. Voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode t'a plu. 3 choses que je retiens comme d'habitude. En 1, c'est pas parce que t'as pas de réseau tout de suite que tu peux pas t'en procurer. En 2, faire toujours plus que ce qu'on te demande, car ça paye toujours. Et en 3, passer par les petits chemins aussi fonctionne.